en tant que berger. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Notre premier contact était virtuel, c'est au travers des personnes interposées, jusqu'à ce qu'elle soit venue en, je pense, mai ou juin. Non, 2022, l'année d'après. Non, 2022. 2012. 2012, pardon. Oui, l'année d'après. en mai 2012. En mai 2012 pour les vacances, et c'est là qu'on s'est vu la première fois. Donc, entre-temps, la relation qui était supposée être vraiment une relation de bergerie et voilà, de brebis, c'est rapidement tourné en amitié, au fait. Et c'est comme ça qu'on est resté... Là, c'est virtuellement. Virtuellement. En fait, le courant est passé tellement bien qu'on est devenus des amis, malgré l'écart d'âge qu'il y avait, et malgré le fait que lui, spirituellement, était là-bas et que moi, j'étais vraiment en bas. Ça cliquait. Pour moi, déjà, ça, c'était... Encore, ça me faisait bizarre parce que moi, déjà, les gens d'église et tout, vraiment, j'aimais pas un frère de l'église. Je suis amie avec un frère de l'église, vraiment, j'aimais pas, mais avec lui, vraiment, j'avais l'impression de le connaître. C'est comme ça que le courant était passé très... Heureusement que c'était pas la SNEL. J'ai rien dit. Donc, ensuite, Maman Eunice, tu reviens. Oui. Tu viens, j'imagine que c'était des vacances ou les études, c'était la fin des études? Non, c'était des vacances. Des parce vacances. que j'ai fini en 2014. Donc, c'était juste des vacances. Et donc, vous vous voyez pour la première fois? Oui. Et est-ce que ça clique en ce moment-là? Est-ce que ça continue seulement que, bon, un frère de l'église avec qui on parle bien? Je pense que le changement de clic avait déjà commencé avant que je ne rentre. Bon, c'est vrai que... Ah, ça, elle m'a jamais dit. Ça avait commencé de son côté. Je tiens à préciser. Non. C'est là-bas que tout a commencé. Non, en fait, parce que je ne me suis pas donné des impressions moi-même. Donc, ça venait certainement de quelque part. Dans les conversations, en fait, ça cliquait tellement bien qu'on parlait, on parlait tous les jours. Pour quelqu'un qui, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, comme maintenant, c'était vraiment juste les appels téléphoniques. Et il m'appelait par appel, donc c'est-à-dire qu'il mettait ses unités, il m'appelait aux États-Unis là-bas chaque jour, on parlait chaque jour, malgré le décalage. Non, j'avais pris la mission au sérieux. Il faut sauver la Malgré le décalage horaire, des fois je me réveillais, je trouvais des voicemails, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas eu au téléphone, mais il reste dans la boîte et tout. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me dire, bon, déjà que j'avais fait un rêve, moi je vais pas vraiment parler de ce rêve, mais la première fois que qu'on a parlé au téléphone, j'ai eu une image, j'ai vu quelque chose, je me suis vue le jour de mon mariage et je l'ai vue. Mais là encore, pour quelqu'un qui avait une foi qui vacillait et qui ne croyait pas, moi je ne croyais pas vraiment prophétique et tout ça, je me suis dit non, ça ne peut pas être ça. C'est vraiment juste je ne sais pas pourquoi cette image est venue, mais cancel. Mais comme je disais, donc le plus on parlait, je sentais que c'est vrai qu'il y a une amitié, mais il y a... Sous-bassement. Alors, mais je me disais, étant quelqu'un de très logique, je me disais, t'as jamais vu la personne, tu vois, les rencontrer comme ça, c'est même pas ça, vraiment. Donc, je préfère le voir. Alors, il me demande, tu vas arriver et tout ça, est-ce que tu aimerais bien que je sois à l'aéroport, et patati patata, nanana. Je dis, bon, moi, ça me dérangerait pas, de toute façon, tu es membre déjà de la famille, pourquoi pas? Et donc, c'est comme ça, la première rencontre, c'était à l'aéroport. Donc, imagine, je descendais et tout. Il était là avec ma famille. Et c'était ça, la première rencontre. Et vraiment... Et quand je l'ai vu, bon, c'est vrai qu'à cet instant-là, c'était pas l'amour fou. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il y avait un jeans de couleur blanche. J'oublie la couleur du haut, mais je me souviens très bien de la couleur du jeans parce que à l'époque, c'est à l'aéroport. Il n'y a pas le nouvel aéroport. C'est à l'aéroport national. Et on montait, il y avait comme une sorte de tour. Et on pouvait voir les gens qui descendaient. Voilà, moi, j'étais dans la tour avec la famille, donc avec l'apôtre Dallot et maman Viviane. Bon, il faut dire que j'étais considéré comme l'enfant de la maison. Et c'est dans ce cadre-là que je suis allé accueillir ma petite sœur. La petite sœur égarée. Qui revenait en vacances. Entre-temps, maman Eunice, tu n'étais plus égarée, tu es revenue. Non, là, vraiment, j'étais... intelligente avec elle. Et donc, quand elle arrive, bon, déjà qu'à la maison, on m'avait pratiquement ouvert les portes. Donc, je passais beaucoup de temps à parler avec elle. Et c'est en parlant avec elle, de plus en plus, cette fois-ci en face, parce qu'on a eu quelques rendez-vous au restaurant et tout,
toujours dans le cadre de... d'entretenir. La brebis. Non, mais c'est vrai qu'une brebis, il me conduit dans le vert pâturage Bien pour sûr. manger. Il Ah, c'est restaure. faux. En tout cas, le premier rendez-vous, c'était pas brebis. Et c'était là justement que je me suis dit, Il y a quelque chose. il y a un truc différent. Non, Thomas a dit c'était pour se rassurer que la brebis mange aussi physiquement. Je me souviens, c'était trop bizarre d'ailleurs parce que j'arrive, parce que moi je voulais la prendre en taxi pour qu'on aille à l'époque. Bon, il y a un restaurant en ville. On devait commencer par l'UPC. Tu avais un Oui, j'avais un culte à l'UPC. Après le culte, on devait aller Ça, c'était mon justement baptême. au restaurant en ville. Et donc j'arrive à la maison, je trouve que maman elle est là. Et j'ai dit non, mais je suis venu la prendre pour qu'on aille à l'UPC au culte et qu'on ira manger au restaurant. Elle a insisté, c'est trop bizarre pour moi, elle a insisté qu'on parte avec le chauffeur. C'est-à-dire en fait que je ne prenne pas le taxi, mais que le chauffeur nous accompagne dans toutes nos, Bien dans toutes sûr, nos courses. fallait C'était trop... C'est finalement après que j'ai compris, c'est une manière de nous surveiller. Mais elle a vraiment insisté, mais après c'est bien passé. Et puis ben, voilà, petit à petit, ça a commencé à virer petit à petit, mais alors tout naturellement à autre chose. pendant ces vacances. Pendant les vacances. C'est là vraiment qu'il y a eu les premiers... le début même, je dirais, de la relation amoureuse cette fois-ci. Donc, maman, j'ai une question pour Oui. vous. Comment vous avez su que c'était maman Eunice, la personne qu'il vous fallait, maman Eunice? Comment là, tu as su que c'était vraiment la personne qu'il vous fallait? D'accord. Alors au début, pour moi, j'habitais avec deux amis, on était ensemble, pasteur Amos et pasteur Christian Condé, qui est aujourd'hui pasteur de l'extension de Fil vers Briquine. Briquine. On habitait ensemble à trois et il voyait comment je lui parlais. Il disait, ah mais son maman est pasteur, c'est pour ça qu'il ne renverse pas le lignage. Quel courage, toi, tu parles avec l'enfant de pasteur aussi fréquemment. Là, j'ai dit non mais on parle bien. Et puis ils ont senti, ils ont vu que c'était différent. Bon, c'est des gens qui connaissent les choses et ils se sont dit la manière dont vous parlez là, toi, je sens que ce n'est plus trop seulement ma sœur, ça commence à virer à autre chose. Et c'est comme ça que je me suis dit bon écoute, je dois mettre le temps de prier pour ça parce que c'est une décision importante. Et puis bon, tu n'entres pas, tu fais pas ce pas-là si tu n'es pas très sûr. À cause de toutes les implications qu'il y a autour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire non seulement c'est dans cette église-là que je prie, son papa c'est le pasteur de l'église, C'est l'aîné. le cercle immédiat des gens avec qui je parle, c'est des gens qui d'une manière ou d'une autre sont affiliés à l'église, liés à l'église, donc voilà. C'était assez compliqué. C'est une décision, tu dois être sûr Ouais. que tu sais ce que tu veux. Ouais. Et c'est comme cela que, voilà, durant les vacances, j'ai eu le temps de prier. J'étais en retraite, j'ai prié. Et puis après, je pense quelques temps avant qu'elle ne parte, un 31 juillet, je crois, 2012, j'ai eu à lui parler. Donc, vous n'êtes pas là avec un Dieu m'a dit que Non, c'est jamais. ça. Non, tu n'as pas entendu que la conversation était intellectuelle. On a fait ça proprement. Pas de Dieu magique, c'est de l'amateurisme. Ah, vous voyez, le Thomas aussi de la team, au commencement, était la parole. Donc, il faut parler. Pourtant, Thomas, à toutes les battes, ceux qui l'ont déjà entendu prêcher savent que Thomas connaît la parole. Donc, il pouvait aussi aller avec les battes de la parole, surtout que c'était la fille du pasteur. Yeah. Donc, on pouvait impressionner avec ce genre de choses. Mais non, il a dit, on a fait ça bien. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup attiré, impressionné chez lui et qui l'a démarqué du lot, au fait. C'était parce que quand j'étais avec lui, je n'étais pas avec un frère d'église, au fait. C'était, bon, je sais qu'il connaissait la parole et tout, il y avait le côté aussi, voilà, spirituel. Mais quand tu parles avec lui, c'est un être humain. Et ça, c'était différent parce que chaque fois que les frères ou les chrétiens approchaient, on veut toujours montrer une certaine spiritualité, ou il fallait toujours que les conversations tournent autour de l'église ou de papa. Mais avec lui, vraiment, c'était... Vraiment, il apprend à te connaître, toi. Voilà. Bien sûr. Je faisais fi de tout le reste. Pour moi, l'objectif, c'était de connaître la personne et puis de me faire connaître à la personne. Donc, J'ai aimé ça. voilà. J'ai aimé ça. C'est parce que généralement, les gens, ils veulent connaître les gens, mais ils ne se font pas connaître de ces personnes-là. Quand on va vers... Ah, merci. Et maman, Eunice, toi, de ton côté, comment tu as su? Est-ce que tu t'es rappelé de ton rêve que tu avais fait, enfin, de la vision que tu avais eue?
Oui, je me suis rappelée de ça, mais je pense que c'était progressif pour moi. Et c'était... faut dire que peut-être qu'au fond de moi, dès que je suis arrivée, j'ai vu, peut-être la première fois qu'on allait manger, je me suis dit, il y avait comme un truc, au fait, c'est lui. Mais maintenant, ça c'était le côté cœur. Mon côté rationnel, je réfléchis beaucoup. Je me suis dit, non, impossible. Déjà, c'est un frère d'église. Deuxièmement, je ne me rendais pas compte de sa notoriété et de l'influence spirituelle qu'il avait jusqu'à ce que je suis arrivée à Kinshasa. Comme je dis, le UPC pour moi c'était le grand baptême en fait, parce que quand je suis arrivée là, en fait, tout le monde était genre cordon. En fait, j'étais genre là, oh non, t'es vraiment quelqu'un ici. Et il y a eu des scènes que j'ai vécues ce jour-là. Bon, je lui en avais parlé après, où tu sentais vraiment que les gens te regardaient pour dire, toi, tu as eu le courage de venir ici avec le cordon, il t'a même présenté. En fait, c'est qui cette fille, elle vient d'où? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi, les batailles comme ça, c'est pas pour moi. Déjà que moi, je me disais, je vais jamais épouser un prédicateur, un pasteur. Donc ça le disqualifiait. Mais toute autre chose... Le qualifier. Le qualifier pour Frère, ça. qualifiez-vous. Et donc, j'ai beaucoup lutté avec ça dans ce sens-là. Puis je me disais, bon, parce que faut dire que c'était l'ami de Rohan, au fait, à la base. Et quand moi, je suis arrivée... Rohan, qui est la petite sœur. Et l'épouse de la première émission de Il était une fois. Donc, retournez en arrière, vous allez comprendre certaines choses. Exactement. Donc, quand je suis venue, j'ai trouvé leur amitié. Mais nous, on parlait tellement qu'après, bon, chez nous, ça avait cliqué. Et puis, là-bas, ça a commencé à faire... Donc, moi, je me dis, à la base, c'est l'ami de Rohan. Après, bon, tu vas être en couple avec l'ami de Rohan. En fait, c'est la petite sœur. Ils se parlent déjà beaucoup. Peut-être que c'est déjà beaucoup confié là-bas. En fait, quand j'ai dit les amis de nos frères et nos sœurs. C'était compliqué. Mais après, j'ai pris aussi le temps de prier parce que je sentais que plus j'avançais vers la fin de mon séjour, je sentais qu'il allait me parler. Parce que déjà, il y avait quelque chose. Et je me disais, s'il te parle, tu vas dire quoi? J'aimerais pas juste me lancer comme ça parce qu'il n'était pas le seul. Il y en avait plusieurs. Mais... je savais que c'était lui, je ne sais pas expliquer. Et je m'étais dit, le jour où il va me parler, ce qu'il va me dire sera une confirmation si c'est lui ou pas. Et il avait tellement bien parlé ce jour-là au bord du fleuve que c'était... Oui. La vue m'inspirait. Au bord du fleuve, donc la vue m'inspirait. Bon, que dire de plus? Que dire? Non, mais j'ai mis un point que maman Eunice a soulevé. Elle a dit... il y avait ces choses-là qui, pour elle, étaient vraiment objet à disqualification. Elle disait que ça ne pouvait pas marcher à cause de ça. Mais les points qui qualifiaient étaient beaucoup plus importants et beaucoup plus grands. Donc, chers frères, vous savez que moi, généralement, j'aime parler aux frères. Donc, chers frères, rassurez-vous que si on devait mettre à la balance les disqualifications et les qualifications, que les qualifications pèsent toujours plus. Parce que non seulement que vous pouvez passer à côté à cause de... voilà, mais vous pouvez aussi faire passer quelqu'un à côté. Les choses de la destinée sont trop compliquées, franchement, quelquefois. On a envie que ce soit simple, mais... Petite anecdote, quand on arrive à l'UPC, le jour du rendez-vous, finir le culte et puis aller, alors à l'époque, avant qu'elle puisse arriver, moi je sortais avec quelqu'un de... Je ne l'ai pas raconté, hein, qui était de l'UPC et qui était du GEC d'ailleurs. Et donc, on venait de rompre à cause d'une histoire qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Mais alors, quand elle arrive, c'est qui était bizarre, une scène bizarre, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Je finis le culte, je ne sais pas si c'est moi qui ai prêché, je pense ce jour-là, je prêche devant les étudiants, on finit le culte. Et donc, on se réunissait quelque part, on appelait ça la fiesta. Et je me pose là, on fait le rapport du culte, il y a eu autant de personnes, et voici les entrées d'argent et tout, voilà. Et je devais faire le rapport à l'aumônier principal qui était un papa, au fait. Et donc, je demande à ce qu'on la prenne, mon invité, et qu'on vienne avec elle là où je suis. Et vous savez qui l'a pris? C'était mon protocole. On avoue les choses avant le départ.
Et maman, tu repars avec ça, avec déjà le oui qui est resté, ou bien on part avec le je vais réfléchir? Non, en tout cas, moi, je lui ai dit oui. Il a fini de parler, j'ai dit oui directement après. La fille de sa mère. Thomas! Pas besoin Thomas, en fait, j'ai il juste nous ça. regardé dans les yeux, j'ai vu qu'il était sincère, j'ai vu que ça, en fait, c'était vraiment ça et tout. Maintenant, la seule difficulté, c'est que je me disais, moi, les relations vraiment à distance, parce que je venais aussi de rompre 6 mois avant. Et donc, je ne fais pas de la distance. Non, en tout cas, comment on va faire? Mais voilà, donc quand j'ai dit oui, Dieu a aussi ouvert les portes de son côté. C'est comme ça que, voilà, il est aussi venu aux États-Unis. Et puis, c'est comme ça qu'on a... à Pour les partir études de théologie. Exactement, oui. Donc, j'ai dit oui le 31 et je crois 1 semaine et demie après, je suis partie. Et puis... Et moi, là, on est le 31 juillet, et 1 semaine et demie après, donc début août, elle est partie. Et moi, début septembre, j'ai mon visa et je suis parti. Donc 1 mois après. Et donc, finalement, il n'y a pas eu ce Il y a problème pas eu de le distance. Si, quand même. Oui. Mais on était quand même dans le même pays, donc on peut facilement se déplacer l'un. Mais c'était Parce que comme vous savez, villes les États-Unis, différentes. c'est grand. Oui. Elle était à Saint-Louis au nord. Moi, j'étais à Atlanta au sud. Pour vous donner une idée, pour conduire d'Atlanta à Saint-Louis, c'est 12 heures de route non-stop. Quand vous faites des stops, c'est beaucoup plus. 12 heures de route, voilà, parce que j'ai fait ça 1 fois. Et donc, c'était pas simple, mais au moins, on était dans le même pays. Je sais que si je prends un ticket, un billet, Ça sera 2 heures après, je peux... Et puis, il n'y avait pas le décalage de 6 Non, heures. on avait 1 heure d'écart seulement. 1 heure d'écart. Ok. Chez Thomas, maman Eunice, quels obstacles avez-vous rencontrés sur votre parcours et comment les avez-vous surmontés? Il y en a eu beaucoup quand même. Hein, parce Mais que... bébé, là, ça va englober même... Ça, c'est avant le mariage? Puis avant. Ah, parce que moi, je voulais qu'on continue l'histoire. Ils n'ont pas fini de Parce nous que- raconter parce que l'histoire. C'est ce que j'allais dire. De ok. 2012 à... Enfin, on est en 2022, 22. Donc, ça fait 2023. 2023, ouais, 2023. c'est 2023. Donc, ça fait 11 ans. On n'est pas restés ensemble de 2012 à... jusqu'à ce qu'on s'est mariés. Donc, Moi, malgré... Toi, tu voulais nous emmener où? malgré tout ce qu'il y avait, la beauté et tout ça... C'était compliqué. Je veux dire de mon côté, hein. Oui. Et puis elle va dire de son côté aussi. Pour moi, c'était compliqué parce que déjà, on n'a jamais vécu, de 2012 à 2000, je dirais même 14-15, on n'a jamais vécu cette histoire d'amour. Parce qu'on était à distance. Je vais vous donner une idée. Il m'est arrivé, comme j'ai dit, d'aller à Saint-Louis. Il faut Il mentionner ça. m'est arrivé 2-3 fois, ou même 4 fois, je pense, ou même 5, plusieurs fois en tout cas, durant ce temps, parce que j'étudie et je ne peux pas aller tout le temps. Donc, pendant les vacances, je peux faire un voyage, je reste 1 semaine ou 2, puis je rentre. Mais déjà, à chaque fois que j'allais, j'avais une interdiction. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'emmener au restaurant, tu ne peux pas l'emmener se promener, tu peux pas, parce que quand tu vas là-bas comme pasteur, parce qu'il y avait une église américaine qui avait comme une cellule francophone. La cellule francophone était dirigée par un vieux à moi que je respecte beaucoup. Et donc j'habitais chez lui. Les seules fois qu'on se voyait, c'était quand il venait me rendre visite là à la maison, avec tout le monde déjà. On n'avait pas le temps de passer à deux. Impossible. Et à un moment donné, ça devenait saoulant pour moi. Vraiment très très saoulant parce que à chaque fois que je vais, tu vois, je vais la mettre un peu, je vais la livrer en spectacle ou bien je vais quand même dire tout. Je sais qu'elle va pas trop apprécier, mais c'est maman Viviane en général. Donc quand je voyageais, parce que je parle très bien avec elle déjà à l'époque, donc elle m'a dit non, tu vas là-bas comme pasteur, il ne faudrait pas qu'on voit, tu es allé là-bas, vous êtes allé comme ceci, comme cela. Avant elle d'abord, c'était quand tu es venue la première fois, parce que tu es arrivé aux États-Unis en septembre 2012, en décembre tu es venu à Saint-Louis. La première fois il est venu à Saint-Louis, c'était par invitation, donc pour venir prêcher à l'église. Les responsables là ont su au fait qu'il y avait quelque chose et ils ont clairement dit, en tout cas nous on t'a invité ici en tant que prédicateur. Ici à la fin notre pasteur, il y a peut-être, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais vous ne vous calculez pas ici. Toi tu es berger,
Et en fait, c'est déjà là qu'il y a eu la cassure. Je pense que maman, oui, dans le sens où elle veillait à notre bien, mais eux, ils ont interprété ça de manière trop... Trop strict comme ça. Oui, elle, c'était juste, non, ils sont là-bas. Hein, bon, elle donnait le conseil, tu es là-bas en tant que pasteur, fais attention quand même, que ça ne jase pas trop et tout et tout. Mais... Et ça va être un blocage. Un gros blocage. Donc, ça va être Parce que maintenant, il fallait la voir comme brebis seulement. Oui, exactement. Et puis, quand on se rencontre, au fait, ce qu'on a envie, c'est de vivre maintenant. En fait, tout ce moment où on a... Oui, à distance, quand vous avez vraiment d'exploser d'amour, mais en fait, donc vous regardez de loin... La distance est creuse. La distance, qui est déjà une distance assez géographique, a créé une distance émotionnelle qui devenait un peu grandissante aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis que ça, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est pas ça. Moi, comme je vous ai dit, à vous deux tout à l'heure, et même à tous ceux qui nous suivent, c'est que c'est pas comme si c'était ma première relation. C'est ce que je veux dire. Donc, je sais c'est quoi vivre l'amour. Et donc, après, vous me mettez dans une histoire qui n'a pas de sens. C'était un tout petit peu compliqué pour moi. Et en plus de ça, une autre chose, c'était il y avait beaucoup de pression externe. Je me souviens un jour, je suis à Kinshasa, je ne suis même pas parti. C'est-à-dire que... Avant même qu'on se mette ensemble. On s'est parlé le 31 juillet. J'ai quitté Kinshasa le 7 septembre. Parce que j'arrive aux États-Unis le 8 septembre 2012. Alors, durant cette période-là, je reçois un appel de Londres. Je l'avais même dit, j'ai fait. Et tu as un oncle à Londres. Je reçois un appel de quelqu'un que je ne connais pas, un numéro de Londres, plus 44, je crois. Je décroche. Il me dit, ah, c'est monsieur Londres. Oui. Ah, ok. Moi, je suis l'oncle de Nice. J'habite à Londres. On m'a dit que vous deux, là, il y a quelque chose. Bon, petit, je veille sur toi. Un truc du genre. Après, je pose la question, je dis, tu as un oncle à Londres? Il n'y a personne de sa famille à Londres. Mais ça, c'est juste un exemple. J'ai reçu des millions d'appels comme ça. Et à un moment donné, tous les gens qui... En fait, les amis pasteurs de papa se considèrent mes oncles, les membres de l'église se considèrent les oncles. Donc, en fait, c'est vraiment... Vu un peu comment voilà, parce qu'il était dans les parce qu'avant même qu'on se mette ensemble, je sais pas, je pense que peut-être le passage à l'UPC ou quoi avait créé... Ça commençait déjà à raconter. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il n'y avait rien. C'était vraiment juste de l'amitié. Donc, on a parlé d'obstacles. Je vais déjà peut-être énumérer 2 obstacles. L'un des plus grands obstacles que l'on a eu tout au long de notre relation, c'est la pression extérieure. Vraiment, la pression extérieure était accablante. Vraiment, tu as l'impression que tu dois faire les choses pour plaire aux gens. Il fallait que notre histoire d'amour devait fit in a box, quoi. Donc, ça devait entrer dans un certain système. Donc, on s'imaginait déjà, je sais pas, une histoire de prince et de princesse, et c'est comme ça exactement que ça devait se passer. Tu es venu quand même aborder la première fille du pasteur et tout, sans savoir que moi, j'avais déjà eu des relations avant. Mais ça, c'était comme une personnalité publique, le chouchou aussi, public. Et moi, la fille du pasteur. Donc, on s'attendait vraiment... Et cette pression-là est là-bas. On vous définit comment vous devez vivre, on vous définit quand est-ce que vous devez vous vous marier, rencontrer. on vous définit comment ça doit être. Donc, c'est comme si, à un moment donné, vous vivez plus heureux. Oui. Donc, même quand vous êtes ensemble, et moi, c'était vraiment ça, je le lui ai dit peut-être vraiment plus tard. Ça m'a dénaturé, je pense que lui aussi. Chaque fois qu'on était ensemble, on n'était plus nous. Donc, l'amitié, la belle amitié qu'on avait là, au tout début, où on était vraiment vrais l'un avec l'autre, il n'y avait plus ça, en fait. C'est comme si je portais un masque. Je le disais toujours, je me disais, pourquoi quand je suis avec mes autres amis masculins, j'arrive à être libre, mais chaque fois qu'il est là, j'ai l'impression que je dois me comporter d'une certaine manière, parce que c'est tellement dicté, voilà. Et pourtant, avant, il n'y avait jamais... Il n'y avait jamais ça. Ouais. Mais il faut dire que, ici, j'aimerais dire quelque chose à ceux qui vont nous suivre. Je pense qu'il est important, vraiment, au tout début d'une relation, que vous la viviez d'abord à deux, avant même que d'autres personnes ne soient au courant. Une des grandes erreurs qu'on a eu à commettre aussi au tout début, même si ce n'était pas tout le monde, mais de son côté en particulier, c'est que le cercle immédiat, des tantes proches, des oncles proches, des amis de papa proches, des cousins proches, tout le monde était informé déjà, vous voyez. Et ça, bon, comme eux aussi ont leurs proches, ça se raconte. Et c'est comme ça que ça vous met dans une sorte de chose qui devient un peu difficile à définir. Je pense qu'il aurait été mieux si on devait faire marche arrière, que ça reste entre nous deux un bon moment,
qu'on vive la chose entre nous deux. Vous avez le temps de serrer serrer. tous les boulons. Exactement. Parce qu'on a essayé Avant de faire face à la pression, comme elle disait tout à l'heure. Parce qu'on a essayé de récupérer ça à un moment, vraiment au tout début, en se disant, bon, on va essayer de rester discret, c'est-à-dire que parce que les gens commençaient à poser des questions de son côté, de mon côté. Tu sors avec Claude Lombo, lui aussi de son côté, est-ce que tu sors? Alors, ce qu'on a voulu faire maintenant pour justement garder ça dans notre cocon, c'est d'essayer de c'est quoi le terme en français? D'échapper peut-être à la question pour rester dans une certaine discrétion et ça encore. Ça a rendu les choses pires. Ouais, ça part arrangé. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose et que vous adoptez une politique de dire aux gens non, c'est pas vraiment ça, c'est pas ce que vous pensez, ben, certaines personnes se disent bon, il n'y a rien, d'autres personnes se disent c'est quartier libre, on peut donc tenter. Et de l'autre côté aussi, je pense que même spirituellement, vous ne vous aidez pas. Non. Parce que vos paroles ont un pouvoir. Oui. Vous niez ce qu'il y a, donc au fond, il n'y a plus rien. Et puis il n'y avait plus rien. Et puis, il n'y avait plus rien. Et donc, vous, pendant un moment... Un long moment. Oui, 2014, donc avant que je ne rentre, parce que j'ai fini mes études en 2014, avant que je ne rentre à Kinshasa, je vais le voir à Atlanta parce que voilà, justement, la relation devenait vraiment accablante, ça n'allait plus, ça racontait de partout. Donc, je vais qu'on parle en face une dernière fois pour savoir un peu c'est quoi, c'est comment. Quand je suis arrivée là-bas, bon, après lui, je ne sais pas de son côté, mais moi, quand je suis arrivée là-bas, encore tout ce que j'ai entendu, tout ça, ça m'a juste, je me suis dit, non, je suis désolée, c'est pas pour moi. Et donc, on a parlé, mais c'était pas qu'on s'est dit qu'on n'est plus. Mais moi, quand j'ai quitté Atlanta, j'ai quitté avec une attitude d'on n'est plus. Sans forcément... Je pense qu'on se l'est dit. On se l'est dit, hein? Je crois bien qu'on se l'est dit. Mais c'était... Même moi, dans ma tête, c'est une histoire ancienne. Chacun va de son côté. Et puis voilà, on reste bons amis, quoi, de loin. Bon, pour moi, c'était pas on reste bon ami. Moi, c'était... Oui, parce que je me souviens, il m'avait écrit après, genre, ah oui, t'es arrivé à Kinshasa, comment ça se passe là-bas? Mais t'es fou, comment tu m'écris? Donc, je l'ai jamais répondu, juste... Bon, ça avait créé aussi d'autres problèmes. Mais bon, bref, 2014, et lui, il continue sa vie. Moi, je me concentre dans ma carrière professionnelle. Non, carrière professionnelle, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait même pas. Ara Design. Oui, c'est là que j'ai créé mon entreprise. Mais bon, lui, il a continué dans plein d'autres choses. Non, moi j'ai fait ma vie, honnêtement, je ne vais pas mettre un make-up pour me faire paraître plus beau que je ne le suis. Moi aussi, c'est très juste. Non, moi j'ai fait ma vie, moi j'ai tenté autre chose. Pour moi, c'était de l'histoire ancienne, donc j'ai tenté une relation. J'étais dans une relation juste après qui, d'ailleurs, avait failli vraiment aller jusqu'au bout. Donc voilà, elle de son côté, elle avait aussi ses autres expériences. Ici. Donc voilà, et puis on est resté dans une sorte de... Tout le monde finalement s'attend toujours à ce qu'il y ait quelque chose. Ouais. Et ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a rien. Oui. Et certains commencent à vous appeler même de côté, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, revenez ensemble. S'il vous plaît. Bref, leur histoire. Ils ont vécu notre histoire pour nous, ils ont conclu déjà. Mais chérie, Ils ont vu les enfants, les grands-enfants. Alors nous, quand on a décidé chacun de prendre son chemin, ils ont dit non. Vous devez revenir. Mais c'est parce que, au loin, en fait, ils avaient entendu l'histoire. Mais en 2015, parce que il était aux États-Unis, quand il est revenu en 2015, on a reparlé, on s'est dit, OK, bon, on va essayer de voir, peut-être on peut essayer de voir comment ça va marcher. Et là, c'est la première fois que les gens nous voient maintenant physiquement ensemble à Kinshasa. Bon, ça n'a pas duré, pas longtemps. Mais le simple fait que les 3-4 mois, là, on nous voyait ensemble à l'église, nanana. Et puis après, quand il y a eu séparation, en 2015, là, c'était... Donc, au moins, on avait l'idée de ce qu'on peut imaginer de vous deux, mais là, on vous a vu. On voit un peu ce que ça donne. Donc, après, vous vous séparez. Et ça a toujours été, de son côté comme du mien, un peu comme un poids, parce que quand c'est séparé, tu peux te mettre dans autre chose. Pour les gens, tu es toujours avec l'autre. Et moi, chaque fois, toutes les personnes qui venaient m'aborder, c'était bonjour, ça va, toi, on couple avec l'autre ou non? Je dis, mais... Aborde-moi d'abord. Oui, c'est quoi, au fait? Et même quand vous essayez de commencer quelque chose, et que maintenant, mais tout le monde me dit que vous êtes toujours ensemble. Ouais. Mais moi, de mon côté, il y a, pour ne pas parler de ce qu'il n'y a pas, mais il y avait au moins 2 relations comme ça que j'essayais de commencer. La personne me refusait parce qu'elle se disait qu'on est en couple. Ok. C'est-à-dire que
Non, on m'a dit que tu sors avec la fille de ton pasteur et tout, donc non, ça peut pas marcher. Et pourtant, il y avait rien. Mais on avait maintenu une amitié. Je pense que c'est ça aussi qui. Il n'y a plus rien. On se voyait pas vraiment. Et j'imagine même pas la... On parlait que de loin. Et ça, c'est quand le temps était bon. Hein. Quand on était Tout le monde vraiment. était convaincu que... Tout le monde était convaincu qu'on était ensemble. Tout le monde. C'est-à-dire même les autres personnes disaient non, vous êtes ensemble. Et même parfois quand il n'y a rien, elle venait comme une ombre qui venait un tout petit peu, je veux dire, couvrir toute autre relation qu'il y avait de mon côté. Aussi. Et moi, de mon côté, je me suis couvrir les relations de son côté. C'était finalement jamais des relations à deux. Elle était une troisième personne sans qu'elle le veuille. Et moi, de mon côté aussi, pareil. Donc, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Wow. Parce que, outre le fait qu'on n'était plus ensemble, bon, moi, j'avais mon entreprise, donc. Et puis il a dit, je suis intelligente quand même un peu. Donc, il sollicitait mon intelligence. L'humilité. Donc, il sollicitait mon intelligence des fois pour m'appeler pour des conseils. J'aimerais organiser telle chose. Comment tu penses que je peux faire? Et bon, moi, je me disais, c'est vrai qu'on n'est pas ensemble, mais bon, il faut dire que je le respectais en tant qu'humain. Et je respectais aussi la grâce de Dieu qu'il avait, même si des fois il m'énervait beaucoup, mais quand même je respectais ça. Alors quand il venait solliciter mes services, que ce soit professionnellement, il doit me payer par exemple pour faire certaines choses, oui, je viens. Et pour les gens qu'on voit, vous n'êtes pas ensemble, mais tu étais là, son activité, tu étais là en train de bouger. Non, en fait. C'est sûr seulement que... Avec vos bouches là que vous mettez dans l'histoire des gens, couper ça. Ça n'aidait pas. À un moment donné, je crois que ça c'est en 2018 où je me suis dit non, on me verra plus jamais ni dans ces histoires, ni dans ces mêmes assister à ces conseils. Je ne viendrai pas parce que À chaque fois qu'on te voyait, pour Oui. les autres, c'était une confirmation. et même que bon, c'est vrai que de 2015 jusqu'à 2019, je peux dire 2019, il n'y avait pas de relation comme telle. Mais des fois, il y avait des moments où, comme on est resté en contact, après, il y a comme un feeling là qui passe, mais après, très rapidement, non, ça marche pas. Non. Tu dois étouffer ça vraiment. Oui, en fait, on se rend compte. C'est pas important. Voilà, il y a tout un tas de théories et tout. Je voulais pas entendre parler de cette histoire de mariage. Et donc, quand j'arrive en Hollande, je reçois un email de mon père spirituel. Vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect. En général, dans les grandes phases de ma vie, dans les grands tournants, il est toujours venu au bon moment pour donner la bonne parole qui me permet d'entrer dans une nouvelle saison. Et donc, en ce moment-là, il me revient et dit non, je me souviens toujours de son email, je suis à l'aéroport d'Atlanta, où mon escale devait être de 2 heures, finalement, il est de 4-5 heures, le vol a été repoussé. Et pendant que je somnolais à l'aéroport, je t'ai vu en vision. Et j'ai vu 4 choses. Il commence à me dire les choses qu'il a vues. Première chose concernant mon ministère, deuxième chose concernant... Bref, il fait le tour. Et puis, dernier point, il dit, j'hésitais de te le dire, mais bon, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire quand même. Là, on est en septembre 2019. Il dit, l'année prochaine, c'est l'année de ton mariage. Alors que En plus, toi, tu c'est es dans la une même phase où tu année, te dis... l'année prochaine, à la même période. là, Oui, cette Une même année après, vraiment, je me suis marié, quoi. L'année prochaine, c'est l'année de ton mariage. Dieu me dit que si tu rates cette saison, tu passeras à côté de... Donc, toi, en ce moment-là, tu Moi, en ce moment-là, je- mariage. Puis bon, ça faisait longtemps aussi qu'il était vraiment Paul, Et quoi. puis après, quand il me dit ça en septembre 2019, je ne fais pas très attention. Je continue ma vie, les études, je suis chez mon frère en Hollande, donc voilà, tous les week-ends on sort, j'ai vraiment pas le temps. Et puis à ce moment-là, j'ai aussi des concerts dans toute l'Europe parce que l'album avait fait carton. Et donc mon manager qui habite aussi la Hollande, à Delft, m'avait demandé qu'on puisse faire des tournées. Donc Strasbourg, le week-end prochain on est à Nantes. Bref, je suis très occupé. L'email tombe, je ne calcule pas. J'arrive en fin de l'année 2019. En décembre 2019, c'est là que je me dis non, c'est pas possible. Où est-ce que je suis en train d'aller? On est en fin 2019, bientôt on entre en 2020. J'avais 3 grandes questions. J'ai décidé de quitter le Congo, de venir en Europe. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois commencer une église ici? J'avais vraiment, en ce moment-là, l'idée de commencer une église en Europe. Je commence une église? Où est-ce que tu veux que je rentre au Congo? Première question. Deuxième question, c'était par rapport à... Il y avait des investissements que mon frère voulait qu'on puisse faire. Alors je me disais dans quel secteur on devait le faire. Et la troisième des choses, c'était, mais finalement, cette histoire de mariage,
c'est comment? Il faut que tu me parles. Donc, j'entre en une semaine de jeûne et prière, en décembre 2019, en Belgique, à Bruxelles. Coucou d'ailleurs à mes amis du combat spirituel, parce que c'est dans le siège du combat spirituel à Bruxelles. Je prends une semaine enfermé, jeûne, prière. Je me dis, Dieu, je ne sors pas d'ici si tu ne me réponds pas. Et c'est en sortant de là que tout est parti. De ton côté. Bon, moi, Dieu qui veut pas se marier, donc pourquoi tu continues à me dire que c'est lui? Tu vois, pourquoi c'est moi qui dois savoir que c'est lui et pas de l'autre côté, quoi. Donc 2019, vraiment pour moi, fin 2018, vraiment, j'ai décidé d'entrer dans un pétage, si je vais l'appeler comme ça. Et vraiment de début 2019 jusqu'à juillet, vraiment, je suis entrée dans une vie où bien voilà, j'étais voilà, donc chaque mois je tentais des choses différentes avec des différentes personnes et patati patata jusqu'à ce que Pasteur Trésor Fambroni un jour pendant la décennale me dit Eunice, je sais pas, parce que j'étais sur le point de juste dire oui à une autre personne, juste parce que je voulais passer à autre chose, et c'était pas oui pour entrer dans une relation, c'était oui pour me marier avec la personne. Et il me dit, je sais pas à qui tu veux dire oui demain, parce que c'était le lendemain. Il a dit, je sais pas à qui tu veux dire oui demain, mais ne dis pas oui. Alors moi, étant rationnelle, j'ai dit, c'est Dieu qui te parle ou tu as juste essayé d'observer ma vie? J'ai dit, si vraiment Dieu t'a parlé et tout ça, de quoi il s'agit exactement, de quelle personne? Elle dit, j'aimerais pas te donner trop de détails, il m'a donné l'initiale du nom de la personne. Elle m'a dit, c'est tout ce que Dieu m'a montré, mais je te dis, ne dis pas oui. J'étais déçue parce que là, je me disais, ok, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis dans une phase où je me dis, bon, c'est bon. Et puis, toute la famille déjà était vraiment Eunice. Parce que pour les gens, c'était, tu t'accroches trop à quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, moi, j'essayais de me débarrasser justement de cette chose et tout. Alors, lui, c'était une proposition, c'était quelqu'un de bien et tout le monde était déjà très partant pour lui. Et lorsque j'ai eu justement ma conversation avec le pasteur Trésor, c'est là que j'ai pris un stop. Donc, pour moi, de juillet 2019 jusqu'à décembre 2019, c'était vraiment, ok, comme tu n'as pas voulu que je me mette avec cette personne, alors éclaircis les choses. Et de mon côté, et du côté de l'autre. Entre-temps, on ne se parlait pas, mais on a repris contact. Et déjà, pour moi, reprendre contact là, parce que le pasteur Trésor m'a dit, il te donnera un signe. Et c'est comme ça, la semaine prochaine. Et c'est comme ça que la semaine prochaine, le très cher frère Lord m'écrit, juste comme ça, pour reprendre contact, je suis en train de prier et tout ça. Je voulais juste savoir comment tu allais et tout. Je me suis dit, après, je crois, 8 mois ou 9 mois, on ne se parlait pas. Dieu t'a parlé, tu priais, puis Dieu t'a dit de vérifier comment je vais et tout. Donc c'est comme ça que... On rentre dans la mission toujours. On doit se rassurer que l'âme, toujours, la brebis, toujours. Et donc c'est comme ça, vraiment platonique et tout. Mais même au moment où il a eu le message et tout, que son père spirituel lui a donné, on en a parlé et tout ça. Le père spirituel m'a dit quelque chose qui... ici, je veux faire une grande révélation. Il m'a donné une série de messages. Et si je devais suivre, je dois être très très honnête, s'il fallait tout suivre à la lettre, je pense qu'on ne se serait pas mariés. Ok. Après, c'est une grande révélation. Parce que dans la vision qu'il a eue, c'est une vision assez intéressante. Et même jusqu'au point qu'il a décrit la personne que je devais épouser. C'est-à-dire en fait que j'ai vu que tu te mariais quelque part. Il n'a pas dit le nom. Elle se mariait à telle personne qui est de telle, qui est comme ça. Donc, ça fait une description en tout cas. Et les descriptions étaient très loin de correspondre à Eunice. Donc finalement, pour moi, je suis dans une grande confusion. Moi, je me dis ça encore, je dis, mais... Ben, c'est clair que c'est pas moi. Et puis, Non, bon, je me suis dit, non, il y a une révélation derrière, mais c'est pas... je me disais, est-ce qu'il faut interpréter ça littéralement? Voilà, c'est pas littéral. Parce que c'était précis. Mais comme c'est une vision dans le monde de la vision, évidemment, on sait que... J'étais déjà dans... il y a parfois des symbolismes et tout n'est pas forcément à prendre à la lettre. Alors je me disais, mais les descriptions, c'était vraiment pas elle. Non, rien du tout. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en retraite, justement, pour prier avec précision.
J'ai dit, bon, écoute, de toute façon, Dieu, tu es mon papa, j'aimerais te rappeler, vous avez un vieux nana. Tu es mon père, tu parles, je sais t'écouter, je t'écoute pour les autres domaines de la vie, je t'écoute pour d'autres choses. Les choses que j'ai eu à faire dans la vie, c'est clair que c'est toi qui me conduisais. Pourquoi pas dans ce domaine? Je suis né dans une culture protestante et même évangélique où rarement on nous a poussé à prier pour nos mariages. Même à l'église, on nous poussait à prier pour nos ministères. Donc je prie beaucoup pour l'onction, pour les révélations, pour tout ça, mais mariage, je priais pas. Je sais pas pourquoi, mais dans la culture dans laquelle j'ai grandi, on m'a jamais vraiment posé à prier pour le mariage. Je pense que c'était l'une des premières fois que j'ai prié moi-même pour cela. Et quand je prie pour cela, Dieu me montre. Et je suis le genre, quand Dieu me montre à moi, même si quelqu'un d'autre a vu autre chose, je fonce avec mes convictions personnelles. C'est comme ça qu'on a avancé. Donc janvier 2020. Et le corona arriva. Non, janvier avait déjà le corona. Bon, ici non, c'était pas encore vulgarisé. C'est en mars, parce que c'est la période où elle devait voyager. Quand elle est partie, on a fermé les frontières. Et moi, à l'université où j'étudie, en Hollande, on dit à tous les étudiants internationaux, rentrez chez vous à la maison. Maintenant qu'il y a corona, parce que j'étais home de l'université, maintenant qu'il y a Covid, les Européens eux-mêmes ne savaient pas trop c'est quoi vraiment les effets qu'il y aura. Est-ce que, parce qu'il y avait des milliers de morts par jour, garder les enfants des gens au home comme ça, quelles sont les vraies mesures de sécurité, combien de temps ça prendra. On nous dit rentrer chez vous. Et donc je prends mes clics et mes claques en janvier, début février 2020, et je me retrouve à Kinshasa. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas ce que je vais faire à Kinshasa. Je suis là à Kinshasa. Je n'ai pas d'église à l'époque. Rien de concret, mais je me retrouve juste ici. Heureusement, j'avais fait des tours, des concerts. Donc, financièrement, je ne me plaignais pas. J'ai pu prendre un appartement, j'ai pu m'organiser un tout petit peu, mais il n'y avait rien de concret. Donc, pour moi, je me disais, peut-être dans 2-3 mois, la situation va se calmer. Et puis, je vais rentrer. Et puis, voilà, il arriva ce qui arriva. Qu'est-ce qu'il arriva? Et donc, il est revenu. Oui, vu qu'on parlait déjà, mais après, bon, bien sûr, un peu comme au tout début, c'était vraiment l'amitié du début, au fait, qui est revenue. Le temps de Covid nous a beaucoup aidés. Honnêtement, parce que j'habitais pas très loin de... Là où l'appartement que j'ai pris, pas très loin de chez elle à la maison. Donc, ce qui se faisait, c'est qu'on se voyait, tout était presque en lockdown. Et donc, on se voyait tout le temps. Oui, donc en fait, c'est presque comme si on était seul au monde, en fait. Un peu comme au début, donc, mais juste qu'on était proches. Donc, Covid vous a permis de vivre ce que vous n'aviez pas vécu aux États-Unis. C'est exactement ce que j'allais dire. Exactement. Et donc, et même que c'est allé très vite, parce que, bon, c'est vrai que l'amitié, et puis, très rapidement, il y avait les messages, c'est vrai, c'est tout. Mais après, il m'a dit non, moi j'aimerais venir parler à ton père et tout, et lui dire que, voilà, on va se marier. Bon, pour moi, c'était de la blague, parce que, en l'espace d'un mois, on parle bien, et puis, voilà, on va se marier. Et puis, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, c'est différent? Donc, je me dis ça, mais vraiment, il était très déterminé. Et bon, moi, je me suis dit, ok, je vais aller parler à papa. Et j'ai parlé à mon père. Il a réagi. Il était très sceptique. Très sceptique. Parce qu'il faut dire que mes parents, maman était quand même au courant de plusieurs des up, down. Papa, au tout début, il était au courant parce qu'il en a entendu parler. Mais après, il ne m'a plus jamais vraiment abordé sur la question. Donc, sur les, je crois, 8 ans ou 9 ans, il n'a jamais fait mention de ça. Je ne suis jamais aussi allée lui parler de ça d'une manière ou d'une autre. Et il y avait toujours un blocage parce que, pour moi, dans ma tête, tous ces couacs, ça existe, mais c'est aussi son fils. Donc, comment on fait pour distinguer, en fait, tu vois, tout ça là. Et ça aussi, ça a créé beaucoup de problèmes parce qu'on se disait, ah, toi, tu auras la fille du pasteur qui est aussi... Voilà. Et donc, aller lui parler, pour moi, j'avais très peur.
J'avais vraiment très peur. Et donc, pour la première fois, on se met là, on parle et tout. C'est là qu'il me dit, mais en fait, vous me prenez pour qui? Vous... Toutes ces années, je vous vois ce que vous faites, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble et tout. Et là, tu me dis, ça a commencé comment? Pourquoi? Et puis là, comme ça, maintenant, il me citer d'autres personnes. Pourquoi pas telle personne qui passait ici? Moi, je ne savais pas qu'il observait tout ça. Et il m'a dit... Il y a beaucoup de gens qui sont passés. Elle a dit, elle est passée à autre chose. Et donc, après, il me dit, c'est ton choix, mais je dois prier d'abord. Alors, je te laisse le temps. Il dit, mon père aime bien me donner des rendez-vous très tôt le matin. On se voit demain à 7h du matin. 7h, on vit dans la même maison. Oui. Et puis, il me dit, là, on va s'asseoir tout tel fauteuil. Moi, celui-ci, je t'attendrai à 7h juste. Pas 7h, 1 minute. 7h juste, tu es assise là, on parle. Tu me vois demain entre 8h13 et 9h12. Exactement. Et donc, quand je lui parle, je reviens, il me dit, en tout cas, vraiment, si ça dépendait de mon côté humain, je te dirais non. Parce que, elle dit, je t'en ai jamais parlé, j'ai jamais fait mention de ça, mais pour moi, émotionnellement, c'était aussi très difficile. Donc, en tant que père, j'ai envie de dire non. Mais elle dit, bon, spirituellement, j'ai prié toute la nuit, Dieu m'a rien dit. Ça veut dire que, on va voir. Il a dit, si il arrive vraiment à franchir le portail de cette maison pour venir me parler de cette histoire, peut-être bien que Dieu est dans cette histoire. Et Thomas, toi, de ton côté, quand tu allais voir papa, est-ce que... Déjà juste un tout petit peu avant d'aller voir papa, qu'est-ce qui a finalement fait que tu reviennes à la charge et que cette fois, tu... Voilà... Il a dit qu'il avait prié. Oui, ça c'est mais clair. Humainement. Oui, c'est ça. Merci, Ace. Non, il y a le fait que déjà, je crois que spirituellement, je me dis que c'est cela. Parce que comme l'a dit maman Wendy, j'ai passé beaucoup de temps en prière par rapport à cela. Au-delà de cela, je pense que au niveau mental ou psychologique, quelque chose aussi avait changé. Moi qui me disais à l'époque, le mariage, ça peut ne pas venir, je m'en fous. Donc ça vient, je prenais vraiment jamais ça au sérieux. En ce moment-là, dans mon état mental et psychologique, je suis en train de me dire que absolument je dois le faire. Il y a quelque chose à changer en fait. Je suis devenu comme quelqu'un de... Après cette retraite-là, je suis devenu comme... habité par un autre esprit, si je veux le dire comme ça. Je peux poser une question? Il y a eu une... Non, on n'est pas venu. Non, en fait, c'est une question... On est venu raconter. C'est une question qui va dans ce que tu as dit, au fait. C'est juste montrer... Non, vas-y. En fait, la question, c'est... est-ce que ton regard aussi vis-à-vis de moi n'a pas changé? Parce que durant toutes les années... Bon, parce que pour moi, mon regard vis-à-vis de lui avait changé. Durant toutes ces années, je l'avais mis dans une boîte en me disant que voilà, lui vraiment, bon, je le considère comme pasteur, comme chantre et tout ça. Donc, c'était ça, quoi. Il n'y avait plus le côté amour et tout ce qui va avec. Et je pense que même dans... j'ai beaucoup aimé, il a utilisé le mot croissance. Je pense que la fille que j'étais quand j'avais 18, 19 ans, lorsqu'on s'est connus, je n'étais plus cette même personne-là. J'avais beaucoup acquéri en maturité avec les expériences bonnes comme mauvaises et tout. Et je pense que dans toutes les boîtes où on a essayé de nous mettre aussi, il y avait beaucoup du fait que lui, je le considérais à un moment donné comme un church boy, si je peux dire ça comme ça. Et je le mettais dans la boîte du church boy. Et c'est aussi la remarque que je recevais souvent. À chaque fois qu'il était avec moi, il avait l'impression d'être avec une fille d'église. Parce que justement, il y avait la boîte dans laquelle on disait, mais ça créait tout le temps un blocage. Moi, quand il est revenu et quand on a recommencé à parler, vraiment, j'ai vu un lot différent. Je sais pas, c'est peut-être les prières qu'il faisait de son côté, les prières que je faisais de mon côté, mais ma vision, j'avais l'impression que les cas, au fait, je le trouvais différent, je trouvais qu'il avait pris en maturité, et même que ce côté-là où parler des choses sérieuses, parce que lui, vraiment, à chaque fois que tu mentionnais mariage, tu sentais qu'il y avait un blocage, mais pour une fois, il parlait vraiment du futur. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il commence à parler du futur et tout ça. Honnêtement, je crois que l'un des
l'une des choses qui font la différence dans ce genre de relation, c'est juste la maturité des deux côtés. À un moment donné, je crois, un peu comme Paul disait, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Et maintenant que je suis devenu adulte, je me suis débarrassé de tout ce qui faisait l'enfance. Moi-même, j'ai senti un changement. La manière dont je regardais la vie était totalement différente. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Je ne sais pas expliquer. Mais c'était différent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, j'avance dans telle direction, c'est bon, j'ai pris ma décision, j'avance. Est-ce qu'il n'y avait pas d'obstacles? Il y a eu tout plein d'obstacles. Est-ce qu'il n'y avait pas de choses qui pouvaient faire en sorte qu'on arrête? Mais les mêmes choses qui faisaient qu'il y a dans les années passées, c'était des motifs de rupture. Cette fois-ci, tu les regardais comme... on enjambe ça facilement. C'est juste que mentalement, quelque chose de différent était arrivé. C'est bien dit ça. Tu vois, donc... Il parle bien. Donc, c'était ça, en fait, qui a fait la différence. Et puis après, finalement, elle m'a dit que non, papa a dit qu'on se voit. Et puis... Et donc, ce jour-là... Ce jour-là, moi, j'habite où? J'habite vers Palais des Marbres. Parce que j'ai quitté l'appartement que je louais à Gombe, je monte vers le Palais des Marbres, et donc je dois descendre vers chez elle à Kitambo. Kitambo, Oui, GB vers GB Kitambo. Papa, quelqu'un qui aime respecter l'heure. On devait se voir, je crois, à 8h juste. Et moi, en descendant vers Ngouma, bloqué dans un embouteillage terrible. Donc regarde la montre comme ça, 10 minutes pour qu'il soit 8h. Et bloqué. Je laisse la voiture, je prends la moto, je ne sais pas comment faire, puis j'avance quand même petit à petit. Finalement, au lieu de 8h, je crois, je débarque à 8h35, je sais pas. 40, parce qu'en fait, déjà, il m'envoie un message, il prend la voiture en photo, vraiment, il filme ce qui se passe à Eunice. Tu sais que j'aime respecter l'heure, mais là, vraiment, je ne sais pas si tu peux dire à papa que de décaler pour même 20 minutes. Et lui, il devait sortir, il avait des rendez-vous importants. Donc, la première fois, on décale pour 20 minutes, et il me dit, oui, j'ai reçu le message de l'autre, il m'a dit qu'il sera en retard de 20 minutes. Et quelques temps après, on sent que ça bouge toujours pas, parce que c'était pas en fait sa voiture aussi qu'il avait, donc il pouvait pas laisser ça en pleine route comme ça et prendre une moto. Il me dit non, il faudrait rajouter encore 15 minutes. Alors je vais chez papa, je lui dis non papa, est-ce que je peux rajouter encore 15 minutes? Il me regarde, il me dit Eunice, je lui donne 10 minutes. Si dans les 10 minutes qui suivent, il n'est pas là, qu'il ne vienne plus jamais me parler de cette histoire. Dès qu'il ferme la porte, maman sort et qu'on panique. Mais Eunice, qu'est-ce que vous cherchez dans ma vie? Parce qu'elle, elle se dit déjà, donc, c'est pourquoi l'autre, il y a toujours avoir quelque chose qui bloque. Quand je conduis à la Michael Schumacher, je conduis comme un fou. Toi, tu lui dis aussi dans 10 minutes. Oui, et puis moi, je lui dis aussi, si dans 10 minutes, t'es pas là, vraiment. En fait, just forget us. Je pense que je prends des voies que je vais pas prendre. Et tout, bon, finalement, j'arrive à attendre dans les délais. Et puis, tu arrives avant les 10 minutes, je crois 8 minutes avant, c'est quelque chose et quand comme ça. j'arrive, je parque, je bloque, j'entre presque en transpirant en cours. Et donc, je me mets à la véranda, et puis papa qui sort d'un air très, très sérieux. Il aime les choses solennelles, mais ce jour-là, la solennité était à un autre niveau. J'ai parlé d'abord avec lui, et puis après il appelait Eunice et maman Viviane, donc on a parlé à 4. Il y a une des questions qui m'a posé, c'était assez drôle, il dit mais en fait votre histoire a commencé en 2012, à l'époque vous étiez déjà très, comment dire, convaincu du mariage et tout, voilà, mais bon, 8 ans après, on est en 2020. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas encore attendre 8 ans? Et tu es comme l'histoire de la Bible. Jacob, voilà. Et tu es comme Jacob, tu reviens après autant d'années. Et puis, donc, on a eu une très belle conversation qui s'est conclue avec sa proposition. Il nous a demandé de parler ensemble et de fixer une date. Qui nous convient. Et puis eux, ils vont nous accompagner. Et une chose que j'ai aimée justement dans cette conversation-là, c'est qu'il il a été très clair avec nous. Il a dit, si déjà moi, j'ai pu vivre cette histoire comme ça, je n'imagine pas les gens autour et même ceux au loin. Il a dit, mais maintenant que j'ai parlé avec vous, j'ai senti que vous êtes vraiment vous-même convaincu de cette histoire et je sens aussi que je dois vous accompagner dans ça. Maintenant, moi, je vous accompagne dans ça, donc il n'y a plus personne qui va venir. Vraiment, je suis votre allié, quoi. Je
je me porte garant pour vous, fermez les oreilles, avancer, et puis tout ce qui va arriver arrivera. Il a été un très grand soutien moral, spirituel aussi, dans cette période-là. Et puis, comment on arrive au mariage, c'était pas ça la question. Non, la question c'était comment on a rencontré papa. Ouais. Non, voilà. Ok. Ouais, mais c'est la suite. Après ça, finalement... On se dit que voilà, on va faire le premier pas en juin, et puis après, on se dit qu'on va... On n'a pas encore prévu de date de mariage, mais on se disait, cette même année-là, pourquoi pas en décembre, se marier. Donc, je suis invité dans un programme de prière. Pasteur Dédé, midi en prière. Tout se faisait en ligne à cette époque-là. Les églises étaient en ligne. Et donc, il a commencé un programme de midi en prière et il m'a invité à prêcher ce jour-là. Et pendant que je suis en train de prêcher, ce jour-là, il y avait une telle atmosphère prophétique. Et je donnais beaucoup de messages prophétiques. Je suis en train de voir telle chose, je vois telle chose, je suis en train de prophétiser. Et puis je donne un message et je vois quelqu'un ici. Là, c'est sur toi. Là, c'est sur moi-même, mais je ne sais pas que c'est sur moi. Je vois quelqu'un ici qui doit se marier cette année. Et j'ai vu la date, tu as prévu pour décembre, mais Dieu me dit de te dire, Là, tu te dis ramène même pas ça de qui toi. t'appelle. Impossible, c'est pas moi. En fait, l'ardeur avec laquelle il proposait, normalement, toi. Ah. Et dans mon esprit, selon que j'avais reçu le message, j'avais comme l'impression que la personne était en ligne, au fait. Que la personne me suivait en ligne. Dieu me dit, ramène ça en septembre, de Ne 3 dépasse mois. pas. Ne dépasse pas septembre. Et si tu ramènes ça en septembre, voici la provision divine qui va t'accompagner. Je prophétise. Or, moi, en ce moment-là, par rapport à mon budget et tout ce qui devait se faire, je me disais, non, je me donne jusqu'à décembre. Logiquement, mettre ça en septembre, c'était de la folie. Oui, parce que de juin, où il y a eu la présentation en septembre, Donc, mon esprit capte la chose, mais ma raison me dit que ça ne peut pas être pour moi. C'est pas pour toi. Je finis de prophétiser et à la fin, le pasteur Dédé prend la parole. Il avait 4 messages aussi à donner. Il donne le premier, il donne le deuxième, il donne le troisième, le dernier. Il dit, pasteur, je ne sais pas quand est-ce que vous avez prévu de vous marier, mais Dieu me dit le dernier message que vous avez donné. C'est à vous. Je crois qu'on peut retrouver cette séquence. Ça passe en direct. Wow. Dieu me dit le dernier message, c'est pour vous. Wow. Et c'est comme ça qu'on s'est regardé. On a dit, bon, écoute, on va dire aux parents. Et ça coïncide un peu au message que votre père spirituel vous Voilà, avait donné. parce que exactement. décembre encore, c'est peut-être tantôt plutôt, on peut aller en janvier. C'est L'année pile, quoi. prochaine, à la même période. Maintenant, c'était une folie au fait de préparer un mariage En 3 mois. en espace en de... plein Covid. C'est ça. Avec tout le creux financier qu'il y avait, puisque beaucoup d'activités, on ne les pratiquait plus. Nous autres, par exemple, nos sources de revenus, c'était un peu fermé, c'était compliqué, tu ne peux pas voyager et tout. Et donc, il fallait... Et même aller moi, par la pour foi. mes parents, on venait de faire d'avoir le mariage de Rouen en décembre. Donc, septembre, déjà, c'était... Voilà, les finances sont un peu serrées, mais bon, comme c'était Dieu... Il fallait y aller par la foi. Non, il y a eu un accompagnement spirituel extraordinaire. Dieu ne ment pas. Amen. Mais franchement, sur ce point, je prie vraiment que le Seigneur mette à vos côtés des gens qui entendent la voix de Dieu pour vous, mais que vous-même aussi, vous soyez capable de l'entendre pour vous guider. Parce que vraiment, on a vu comment il y a eu la providence de Dieu et la manière dont il vous a conduit au travers de ce chemin. Et vraiment que Dieu nous aide à entendre sa voix et à obéir surtout, parce que c'est une chose que d'entendre, Oui. c'en est une autre que d'obéir. Parce que, ouf. Et je peux vraiment faire un témoignage pour quelqu'un qui veut, peut-être qui s'apprête à se marier ou qui se demande comment ça va se faire. Si Dieu est avec vous, allez-y. Je me souviens, parfois il y avait des délais de paiement. Et c'était pas un petit mariage. Vous avez été là. On a été là. Et voilà, madame avait ses rêves, ses folies même. Mais c'est petit par rapport à ce que je vais faire. S'il n'y avait pas Covid, ça allait être Il y différent. avait des targets. Parfois, il faut donner, par exemple, ma soeur m'appelait. Je me souviens, ça c'est un témoignage vraiment. Ma soeur m'appelle. Elle me dit que les gens parce que le mariage civil devait se faire là où ça s'est fait, les gens en question demandent à ce qu'on paye la totalité demain, avant 18h. Et avec toutes les charges qu'il y avait, c'était, je crois, en tout cas, je ne vais pas donner des chiffres ici, mais c'était beaucoup d'argent. J'avais même pas en ce moment-là, j'avais même pas le 5% de la somme totale qu'il fallait payer le lendemain avant 18h.
Je suis allé, j'ai dit à ma soeur, ok, d'accord, appelle-moi à 12h, je trouverai une solution. Et j'ai rien. J'ai vraiment rien. Tout ça, moi, je savais pas. Et je dois payer cette somme-là. Et je vous assure, c'est une énorme somme. À cause des rêves de ma jambe. Et je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur, je fais comment? Le matin, je suis invité dans un studio, je devais enregistrer un son avec un ami qui sortait un album. Donc je vais au studio, j'enregistre le son, puis je reçois un appel vers 11h. Il dit, ah mais petit, tu me fouilles, pourquoi? Hein? Passe à mon bureau. Un vieux là. Tu me fouilles, pourquoi? Passe à mon bureau. Il voulait me parler d'une de ses histoires, il voulait que je puisse l'orienter un tout petit peu, comment faire. Là, il commence à me parler. Il dit, mon vieux, oui. Il dit, ok, d'accord. Il dit, ah, mais petit, mais Yozoba là, tu te maries, pour ceux qui comprennent pas le lingala, il dit, tu te maries, tu n'as rien dit à ton vieux. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore contribué par rapport à ton mariage, n'est-ce pas? Bon, donne-moi 2 minutes. Dieu m'est témoin, il entre comme dans une sorte d'antichambre. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette antichambre. Mais j'entendais comme des bruits de robots. Et puis il sort avec une enveloppe, il dit non, ça c'est pour toi et tout. Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Heureux mariage et tout. Je sors avec une enveloppe. C'était la somme que je devais payer x2. Donc j'appelle ma sœur. 12h. Elle est passée à 12h, elle n'est pas encore passée. Moi je l'appelle, non mais tu sais. Et pourtant. Et donc elle arrive vers 15h, je sors la grosse enveloppe là, j'enlève un montant, je compte, je lui donne. Et puis elle me regarde. Au point où on en est, invite-moi à ton mariage. Il y a Mehdi qui a dit ça à Rouen parce que elle voulait tout faire et lui il était là genre, ok là, envoie-moi une invitation. Est-ce qu'il y a eu aussi des moments comme ça pendant les préparatifs où on a senti, comment ça se passe entre le moment où vous fixez les dates, Dieu vous parle en direct que c'est pour vous et maintenant il faut les faire et ça avance et vous entrez dans le mariage finalement? De ce côté-là, de mon point de vue, parce que je pense qu'elle était plus dans la logique de l'organisation, parce que même si c'est pas elle qui organisait directement, mais c'est vraiment maman Viviane qui était derrière. Il y avait une wedding planner, ma sœur, de mon côté aussi. Il y avait une équipe qui s'est jointe pour faciliter l'organisation. Ma sœur faisait le pont entre l'organisation du mariage et les rapports qu'elle devait donner à ma famille. Mais de son côté, c'est vraiment tout se passait vraiment presque de son côté. Et moi, c'était rien de compliqué, en fait, pour dire la vérité. J'ai pas vraiment eu de pression pour ça, parce que moi, les pressions étaient financières. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a tel montant à donner à tel moment, et puis 2 semaines après, il faudra donner tel montant, et puis 1 semaine après, il faudra donner tel montant. Je m'organisais juste à avoir mes montants prêts, et je donnais, c'est tout. Donc, pour moi, et moi, j'étais pas dans une sorte... Si ça dépendait de moi, ça serait un mariage avec peut-être maximum 10 personnes, quoi. C'est-à-dire 5 à 8, 10 même, c'est le max. C'est-à-dire ça dépend de moi. Vraiment, ça serait quelque chose ni vu ni connu. Petit, et tout. Bah, c'était petit. Ça serait ni vu ni connu. Il y a des photos sur Internet. Mais c'était petit par rapport à ce que ça pouvait être. Non, mais avec le clip de saison. Ouais. Et la saison, Alors moi, de mon côté, je me disais, non, elle fait ce qu'elle veut. Faites ce que vous voulez. Je donnerai... je discutais pas. En tout cas, vraiment, franchement, la plus grande donnerai. facilité dans cette organisation, c'était lui. En fait, vraiment, je suis à côté de quelqu'un qui n'a pas... En fait, lui, c'est toujours... C'est combien? Donc, il n'est pas dans... moi, j'aimais bien, je voulais qu'on choisisse à deux les fleurs, les couleurs et tout ça. Lui, il n'était pas dans ça. Lui, si toi, ça te plaît, moi, si ça me plaît, c'est bon. C'est combien? Et bon, au début, c'est un peu... Toi, tu t'imagines comme dans les films, on va faire à deux. Mais après, je me suis dit, non, c'est quand même une grâce d'avoir quelqu'un qui accepte facilement tout ce que tu proposes et tout. Donc, vraiment, j'avais pas de stress. Le stress, plus, c'était, comme il a dit, financièrement, parce que, voilà, tout ce que je disais qui paraissait très simple avait un certain coût. Donc, vraiment, en tout cas, l'organisation, je sais pas si j'ai stressé pour mon mariage en termes d'organisation, non. Je pense que Dieu a vraiment bien fait les choses. J'ai pas tout ce qu'il dit là, tu stresses par rapport aux finances. J'ai pas senti ça que
qu'il stressait. Moi, je voyais juste les portes qui s'ouvraient, quoi. Que ce soit de son côté ou du mien. Mais je dirais que plutôt, le stress que moi, beaucoup plus moi, j'ai vécu pendant cette période-là, c'était la pression des réseaux sociaux. Parce que lorsqu'on a annoncé, enfin, pas qu'on a annoncé, parce qu'on n'a jamais annoncé, ça a fuité notre présentation. Et puis, bon, c'est vrai qu'après, nous-mêmes, on l'a annoncé, mais c'était vraiment la pression, en même temps préparer ton mariage, mais en même temps savoir fermer tes oreilles, avancer, se concentrer sur les préparatifs du mariage. Je me rappelle, les fiançailles, c'était le jour de son anniversaire, donc un 8 juin 2020. Et le même soir, la même nuit, là, c'était déjà un peu... Ça commençait à aller un peu partout et tout. Moi, j'ai pas dormi. Hein. Jusqu'à 8h, 9h, j'étais assise comme ça dans ma chambre parce que je recevais des appels de mes amis et tout. Et je me rappelle vers 9h ou 10h, il m'appelle pour me demander, ça va, comme si de rien n'était. J'ai dormi paisiblement. Comme si de rien n'était. Et puis moi, je lui dis, mais tu vois pas tout ce qu'il y a. Je t'envoyais plusieurs trucs. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Elle dit, bon, on est ensemble. Quand c'est sorti avant qu'on le dise, c'est pas un problème. On est ensemble, oui ou pas? Je dis, oui, on est ensemble. On va se marier, oui ou non? Je dis, oui. Elle dit, ok, d'accord, je viens te prendre dans quelques heures, on va aller faire un tour. Je dis, mais ce garçon, vraiment... Mais ça m'a beaucoup aidée parce que moi, je suis quelqu'un de très discrète. Bon, moi, je faisais ma petite vie avec... Bon, lui, il est quand même quelqu'un de public, donc il a déjà eu à subir la pression, en fait, des réseaux sociaux. J'étais vacciné, pour dire la vérité, j'étais vacciné en 2019. Il y a eu une forte pression sur les réseaux en ce qui me concerne. Ouais. C'était terrible. Ça, c'était mon premier baptême. Et à partir de ce moment-là, je suis vacciné. C'est-à-dire... il y a un truc, je peux même moi-même commencer à alimenter. Ah, vous voulez d'autres infos? Je peux même commencer à alimenter. J'allais même vous poser la question, comment arrivez-vous à gérer la notoriété en tant que couple? Ah oui, et surtout avec les réseaux sociaux. C'est ça. Bon, la politique qu'on avait définie et qu'on s'était mis d'accord sur ça, c'était vraiment sur les réseaux de parler de notre travail, mais pas trop de notre vie personnelle. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que sur les réseaux, par exemple, on ne parle pas beaucoup de nous. On a même eu du mal à venir à Il était une fois. Moi, personnellement, c'est pas elle. À un moment donné, j'ai donné mal. En fait, si c'était pas Ace et Wildy, franchement... Je crois que la première fois, c'était 2021, vous avez proposé. Oui, donc depuis 2021. Pour vous dire la vérité, on a eu des demandes comme ça, d'à peu près le même genre de show. On a eu des centaines de demandes. Mais j'ai jamais vraiment voulu. Jamais. J'ai toujours dit non. C'est un honneur. Mais pour vous, c'est la famille. Merci beaucoup. Notre vie privée, on n'en parle pas sur les réseaux. Que ce soit les enfants, que ce soit... Voilà, on essaye de garder un petit équilibre comme ça, sinon ça va dans tous les sens. On va prendre les deux. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions pendant l'histoire. Mais tu m'as pas laissé poser mes questions. On va prendre deux, trois questions. Puis je vais poser la question à Maman Eunice. Maman Eunice, tu es jeune, maman pasteur. Comment tu arrives à gérer ce titre? Est-ce que c'est une pression pour toi? Est-ce que tu te sentais déjà prête à être femme de pasteur? Comment tu vis ça? Bon, c'est pas facile, hein, pour dire la vérité, c'est vraiment pas facile. Je pense que le fait d'être enfant de pasteur et d'avoir vu ma mère et d'avoir été dans ce milieu-là, ça me donne un avantage parce que j'ai vécu dans ce milieu-là. Bien que c'était un milieu dont j'avais envie de me défaire, comme j'ai dit au début, pour moi, épouser un pasteur, non. Mais voilà, je me retrouve dans ça. Le plus gros du travail que j'ai eu à faire, l'un des plus gros du travail que j'ai eu à faire, c'est vraiment d'accepter ça. Parce qu'au début, vraiment, tu vis comme si ça n'existe pas. Mais j'ai dû à un moment donné accepter que voilà, mon mari, il est pasteur et qu'il y a une certaine manière de vivre, il y a une certaine manière de se conduire, au fait, ce qui va aussi avec le fait d'être enfant, d'être femme de pasteur. Parce qu'il y a peut-être des restrictions que l'on se pose à cause de ça. Il y a des folies que je ne peux pas me permettre à cause de ça.
Et puis, en plus de cela, il n'est pas que pasteur, il est chante. Donc, en fait, je le dis souvent à ma mère, mais vraiment, j'ai eu l'impression que j'ai été propulsée ou j'ai gradué dans des classes trop supérieures très vite, quoi. Pour avoir été quelqu'un de très réservé, de privé, et puis pouf, t'es femme de pasteur, pouf, directement aussi t'es femme de chantre. Donc c'est-à-dire que même s'il n'est pas pasteur, il est chantre. Donc quand il n'est pas chantre, il est pas. Donc il est toujours quelqu'un, quelque chose. Et voilà. Et je pense que le regard des autres aussi a mis une très grande responsabilité sur moi-même, parce que bon, j'étais habituée à être l'enfant de pasteur. C'est pas le même poids de responsabilité. Maintenant, tout le monde me considère comme moi, je considère ma mère. Et donc, c'est un travail qui se fait du jour au jour. En tout cas, je ne pense pas que je suis arrivée à un niveau de maîtrise totale, mais je pense qu'au jour le jour, je m'habitue et je m'améliore. Notre dernière question. L'avant-dernière. Qu'avez-vous découvert dans le mariage que vous auriez voulu connaître avant? Ben, je vais la laisser répondre. Oh. Je vais laisser commencer en tout cas. Moi, j'aurais voulu qu'on m'explique un peu mieux, pas le rôle de la femme, mais le poids de la responsabilité des choses. Au fait, vraiment, au tout début, je me posais la question. Donc, en fait, moi, je suis tout ici. Tu es cordonnier, tu es médecin, tu prépares, tu nettoies. En fait, tu es tout. En fait, tu dois avoir des réponses à tout. Oui. Des fois, ils viennent te poser... Archéologue, parce que mes chaussettes. C'est ça. En fait, des fois, ils viennent te poser des questions. Tu n'as pas de réponse, mais tu dois avoir une réponse, au fait, pour ça, quoi. Et tu te rends compte très rapidement que vraiment, la maison dépend de toi, mais dans les moindres détails, quoi. C'est pas juste... En gros, c'est vraiment... Bâtir sa maison, le Bakawana a bâti sa maison. Si tu as bâti, tu dois savoir où se passe tout. C'est assez logique. Bâti. Non, mais à un moment donné, on a l'impression... Mais toi, alors, dans cette maison, tu maîtrises pas... Non, c'est toi qui as bâti. Le réchaud, comment on allume? Est-ce que c'est cette blague? Papa. Mais oui, c'est toi qui bâtis. Non, c'est vraiment une charge mentale. On n'est pas préparé à ça, au fait. Et quand tu prends pas conscience de ça rapidement, tu peux craquer. Hein. Tu commences à déprimer parce que tu as vraiment l'impression que voilà, tu dois tout faire ici. Mais la deuxième des choses, ce que j'aurais voulu savoir, mettre des bons mots. J'aurais peut-être pas voulu savoir, mais j'aurais peut-être pris plus de temps pour poser certaines questions et peut-être avoir un peu plus de connaissances sur certaines choses. Je pense que ça m'aurait donné plus d'ouverture et peut-être plus de maîtrise, surtout au début. Et la dernière des choses, bon, je vais finir avec ça parce qu'il y a plusieurs choses que j'aurais voulu savoir, mais j'aurais voulu savoir aussi, peut-être mieux comprendre que la vie de couple, c'est vraiment, c'est une décision et c'est vraiment, chaque jour, c'est vraiment une aventure à vivre, à passer. En fait, chaque jour, quand tu dors, après, tu dis, OK, merci. En fait, je ne me rendais pas compte de ça. Mais c'est vraiment chaque obstacle que vous traversez, chaque fois que... J'aurais voulu peut-être être un peu mieux préparée. J'avais comme l'impression que, voilà, c'est... on est bien, on s'entend tellement bien, maintenant que, voilà, ça sera seulement comme ça. Mais j'aurais voulu mieux savoir et comprendre que, voilà, il y aura des défis, c'est au quotidien. C'est pas... par épisode d'année. Dieu merci que tu dis ça comme ça, parce que comme ça, les gens entendent et savent. mais après, c'est quelque chose que même un